Donc bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette troisième interview et dans ce format l'inspiration de la semaine, je reçois Célia et Léo. Hello tous les deux, comment vous allez? Super, Top. dans un magnifique endroit, donc ça prête à faire une belle interview. On a connu pire comme lieu pour se poser. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous dire ce que vous faites dans la vie? Vas-y. Moi je m'appelle Célia, j'ai 30 ans et je vis au Pays Basque à Biarritz depuis quelques temps. Et j'ai monté une entreprise avec Léo ici même. Du coup, tu as déjà un peu tout dit. On vit ensemble, on est en couple, on est pacsés tous les deux, on est ensemble depuis 4 ans et demi. Léo, et donc je vis effectivement dans le Pays Basque aussi, depuis 6 mois maintenant. Ok, trop bien, trop bien. Donc dans la première partie, on va revenir sur un petit peu vos études et vos premiers jobs. Célia, tu as fait un master en communication à Sciences Po. Exactement. Comment tu as vécu ces années d'études supérieures et qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu es rentrée à Sciences Po? Alors quand je suis rentrée à Sciences Po, je voulais, je pense comme beaucoup de gens, passer l'ENA et partir en politique. Je pense que j'ai été un peu désillusionnée de ce monde-là et du coup je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire et dire que directrice communication ça me plaisait bien à l'époque parce que c'est un job je trouve où tu peux faire plein de choses à la fois sur l'entreprise en externe et manier à la fois les mots, les images, raconter des histoires et avec des entreprises qui ont qui ont un certain passé et qui ont des histoires, des produits à vendre. Donc ça me plaisait bien. Et j'ai beaucoup aimé mes études. Je pense contrairement à beaucoup de gens qui l'ont peut-être mal vécu. Et en fait, je me suis rendu compte que Sciences Po, ça n'allait pas du tout me mener à ce que j'imaginais en rentrant dans l'école. Ok, d'accord. Mais donc du coup, quand tu as commencé, tu voulais pas du tout faire communication de base. C'est après les 2 premières années peut-être que tu t'es mis dans... Exactement. En fait, le master communication à Sciences Po, c'est vraiment la spécialité. Donc je suis allée dans ce master parce que je voulais faire de la communication. Mais avant, je suis rentrée à Sciences Po parce que je me suis dit que je voulais faire de la politique et changer le monde et devenir présidente comme tout le monde. Hein. C'est rien que ça. Soyons fous. Petites ambitions. Ok, top. Et toi, Léo, du coup, tu as fait un master marketing à Kedge. Pareil, est-ce que tu peux nous parler de ces années post-bac et le métier que tu souhaitais faire aussi au début? Ouais, donc post-prépa, une école de commerce. Je pense que j'ai pas trop aimé ces années-là, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est pas ce qui m'a appris le plus, je pense que ça te prépare pas vraiment au monde du travail. Mais bon, il y avait des cours intéressants, des profs intéressants et surtout des gens quand même intéressants qui sont devenus des très bons amis. Donc ça, c'est quand même le principal. Et en fait, rapidement, je me suis plutôt intéressé au sujet de la communication, du marketing. Et en fait, je pense que je bidouillais depuis toujours sur Photoshop, je faisais un peu n'importe quoi, c'était vraiment horrible, mais j'y passais des heures et j'aimais bien. Et in fine, 10 ans plus tard, c'est devenu mon métier, parce qu'aujourd'hui je fais du design, je me suis un peu reconverti, mais c'est vrai que ça a toujours un peu résonné en moi. Et donc j'ai fait des jobs plutôt dans ce sens-là, en communication, en marketing, plutôt pour du sport au début, puis après ça a un peu bougé, donc vers l'écologie, mais à l'origine c'était plutôt sur ces enjeux-là. Ouais. Ok, ça va, très bien. Célia, après Sciences Po, toi tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat et donc tu as créé Lunetist, si on le dit bien comme ça. Très exact. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure entrepreneuriale? Oui, comme je te disais, je suis entrée à Sciences Po avec une idée, je suis sortie avec complètement autre chose. J'ai découvert des cours d'entrepreneuriat à Sciences Po, on n'y va pas forcément pour ça et pourtant je pense que c'était un peu le balbutiement au début de l'entrepreneuriat et du coup on avait des cours sur ça m'a vraiment beaucoup plu. Et je me suis dit, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour me lancer? Et en l'occurrence, donc, je suis myope depuis toujours, comme vous pouvez le voir. et à l'époque, je portais vraiment la paire Ray-Ban classique que tout le monde avait. Et je me suis dit, j'adore les habits vintage et j'adore m'habiller en vintage. Et pour autant, j'ai pas d'offre de lunettes très différenciante. Donc pourquoi pas aller récupérer des anciennes lunettes et les remettre à neuf? Parce qu'en fait, la mode, c'est un peu des cycles et du coup... il y a forcément des paires qui devaient être comme aujourd'hui. Donc je suis allée sur des brocantes, chiner des paires, j'ai trouvé un opticien qui pouvait les restaurer et on a commencé comme ça et en fait je les mettais en solaire et je les revendais après à des boutiques de mode ou à des opticiens directement qui pouvaient proposer ça dans leur gamme en seconde main et du coup c'était des pièces uniques et c'est ça que j'aimais beaucoup. Donc cette aventure elle a duré plusieurs années parce que j'ai monté pendant mes études, donc ça c'était hyper confortable et après j'ai continué pendant 1 an et demi après mon diplôme. Donc franchement c'était une belle aventure de monter une boîte, de générer du chiffre d'affaires, d'avoir des clients, de trouver tes produits, de faire un site, enfin tout en fait, c'était trop formateur.
Je pense qu'on en reparlera, mais le fait qu'on ait monté une boîte aujourd'hui ensemble et que ça soit Célia qui soit vraiment très motrice, tu vois, dans l'admin, dans plein de choses en fait, dans le développement de cette boîte, je pense que cette première expérience y a énormément contribué. Et du coup, je te remercie d'avoir monté ça avant, parce que moi, ça n'aurait jamais pu. Ça vous a peut-être mis aussi en confiance là au début de Tomorrow. Ça vous a peut-être mis en confiance qu'elle ait déjà une expérience entrepreneuriale et qu'elle sache, on va dire, comment débuter, comment déclarer l'activité, etc. C'est tout faire, donc oui, ça aide. Moi, j'imagine que vous êtes complémentaires. Mais à côté de ça, tu as bossé aussi chez Euritech. Oui. Est-ce que tu peux nous parler du moment où tu t'es dit qu'il fallait que tu travailles à côté ? À quel moment c'est arrivé? Et quand tu t'es lancé chez Euritech, est-ce que c'était un critère pour toi qu'elle soit tournée sustainability? Bah oui, en fait, donc au bout d'1 an et demi de Lunetist à temps complet, à fond, j'avais, tu vois, une petite équipe avec moi, je travaillais avec des freelances, avec des stagiaires. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment eu le déclic de me dire, j'arrive à générer un chiffre d'affaires, à payer les gens autour de moi, mais j'arrive pas à me payer. Et donc, quand j'ai commencé à faire un peu les calculs, de me dire, ok, combien est-ce qu'il faudrait que j'aille chercher en plus pour me rémunérer, ou alors il faut que j'aille lever des fonds quand tu es une femme seule, c'est quand même pas facile. Et à ce moment-là, je me suis dit que l'entrepreneuriat, c'était pas non plus un sacrifice complet de ta vie parce que tu commences à avoir 23, 24 ans, tes potes, ils ont un premier salaire et toi, tu es toujours à 500 € au RSA. Enfin, vraiment, c'était ça. Hein. Mais pourtant, tu crois à fond dans ton projet et au bout d'un moment, tu te dis, bon, il faut quand même que je vive bien et que j'arrête de faire des insomnies pour ça. Et donc, j'ai commencé à chercher un job et très vite, en fait, en 2 mois, j'ai trouvé dans la mode éthique, donc ça c'était vraiment ce que je cherchais aussi, c'était une belle continuité et oui, ça a été un critère parce que je voulais quand même me dire que j'avais pas persévéré dans un milieu qui était la mode sans que ce soit utile après, même si aujourd'hui c'est plus du tout mon milieu. C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, toi, Léo, tu es rentré en CDI chez Ignition Programme, qui est l'agence de la performance humaine et durable. J'ai bien révisé. J'ai trouvé sur leur site. Ouais, ils ont changé à l'époque, c'était pas ça, mais ils ont fait un petit rebranding, ils ont un peu changé, mais ouais, c'est une agence de recrutement et de formation de talent pour des startups. Donc en fait, on a toujours un peu baigné dans l'entrepreneuriat quand même tous les deux. Et moi, avant, j'avais rejoint, je vais pas m'étendre sur mes stages, mais c'était déjà dans l'entrepreneuriat. C'était une boîte qui venait de se créer, on était 4. Après, je suis allé ouvrir l'Australie pour cette boîte-là. Pareil, on était 2 sur place. Enfin, vraiment, c'était des hyper formateurs. C'était des petits trucs dans lesquels on a énormément appris. Et voilà, t'es très couteau suisse. Donc oui, juste avant de rejoindre Ignition, c'était déjà un peu entrepreneuriat. Ouais. Ok, très bien. Et du coup, à quel moment vous êtes rencontrés? Parce que vous me l'avez dit, mais pour qu'on sache à quel moment dans votre... du coup en fait moi je suis arrivé assez tôt dans cette entreprise Ignition Programme, dans les 20-25 premiers salariés, et la boîte a pas mal grossi, et au moment où ça a grossi, comme j'étais arrivé assez tôt sur ces enjeux de marketing et de communication, on m'a proposé de prendre en charge le pôle du marketing, et donc je me suis dit je vais rencontrer des directeurs, directrices marketing, responsables marketing, etc. Et donc on m'a recommandé des noms, notamment celui de Célia. On m'a dit tu verras, elle est chouette, et effectivement elle est très chouette, il s'avère qu'elle est très sympa, elle est rigolote, elle est jolie. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Au début, c'était très professionnel. Et pour l'anecdote, je lui ai proposé qu'on se boive un verre pour parler de rebranding parce qu'on était en train de changer notre site. Évidemment, on a parlé de tout sauf de ça. Le sujet n'avait pas avancé à cette réunion-là. Bon, top. Et donc, du coup, en 2020, vous décidez de créer ensemble Tomorrow. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et votre mission? Ouais. Carrément, en fait ça s'est fait très vite après notre rencontre parce qu'on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble. Et le Covid est arrivé et donc je pense que ça a chamboulé beaucoup de choses dans la vie de plein de monde. C'était pas trop prévu voilà. Pour personne. Et donc nous ça a chamboulé parce que je pense qu'on s'est retrouvés dans des situations stressantes professionnellement et qu'on s'est posé aussi pas mal de questions par rapport à l'état de la planète et bref. Donc on va dire c'est à ce moment-là un petit peu où tous les deux vous avez eu une prise de conscience. Ouais. Exactement. C'est à ce moment-là, clairement. On a eu une prise de conscience. Je pense pour toi, oui. Pour moi, j'étais déjà consciente parce que c'était un critère dans mes expériences. Mais je vais le dire, j'avais carrément des biais. Genre, je me disais, je trie mes déchets, je fais ma part, mais à côté, je prenais l'avion. Et bon, aujourd'hui, on sait que les ordres de grandeur, l'avion, c'est beaucoup plus émetteur que le tri. C'est même incomparable. Disons à ce moment-là, vous avez pris le gros tournant. Exactement. De vraiment vous engager pour de vrai et pas juste de dire... Je m'engage. Ouais, je pense qu'en fait, comme l'a dit Célia, on a eu le temps de se renseigner sur ces sujets et c'est en creusant et en ayant de l'information qu'à un moment tu te dis mais je peux pas fermer les yeux là-dessus en fait, c'est beaucoup trop important.
Et tu te poses la question de l'utilité dans ton job, de l'impact dans ton job, du sens que ça peut avoir dans ton quotidien. Et tu te dis, mais en fait, j'ai une grosse valeur capitalistique. Je rapporte plein d'argent dans une boîte, c'est cool, mais en fait, j'ai aucune valeur sociétale. Tu vois, on avait beau, dans mon entreprise, rendre des gens heureux au travail, etc. Et toi, d'une autre manière, en fait, on se rendait compte qu'on avait un impact sociétal et, a fortiori, sur l'écologie et l'environnement qui était vraiment nul, voire négatif. Et donc là, on se dit, en fait, il n'y a rien de plus important. Quand tu prends conscience de l'urgence, il n'y a rien de plus urgent, rien de plus important, et donc il faut qu'on change, et ça passe notamment par changer son job si tu veux améliorer un peu ton quotidien et aller dans ce sens-là, quoi. Ok. Et donc du coup, quelle est votre mission et qu'est-ce que c'est Tomorrow exactement? Et quand on s'est pris une claque, on voyait beaucoup les problèmes, mais pas trop les solutions, et c'était ultra déprimant. Enfin, et donc on s'est dit, mais les solutions, elles doivent forcément exister, c'est pas possible. Et je pense qu'à l'époque, on en parlait peut-être un peu moins qu'aujourd'hui, c'était il y a 4 ans. Et donc à ce moment-là, on s'est dit qu'on allait monter une expédition, une aventure pour aller trouver les solutions, comme toi tu fais aujourd'hui, pour aller interviewer des entrepreneurs. Et on voulait ramener du positif et avoir quelque chose de matériel. Donc on est parti pendant 6 mois faire un tour d'Europe et on a sorti le livre Tomorrow en rentrant. Avec ce van du coup qui est derrière. Oui, avec ce van voilà, qu'on a toujours 3 ans plus tard. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, on essaye d'amener du contenu hyper pédagogique, hyper simple et accessible au plus grand nombre sur les enjeux pour vraiment décrypter ce qui a de l'importance et essayer de se dire comment est-ce que je peux passer à l'action à mon niveau. Je pense qu'en fait, à l'origine, on avait envie de consommer certains contenus qu'on n'a pas eu. Et du coup, on s'est dit, on va les créer nous-mêmes. En fait, si ça n'existe pas, typiquement le livre qu'on a créé, je pense qu'on s'est mis en tête qu'on aurait aimé l'avoir au tout début quand on a commencé à se renseigner sur les sujets. Et ce qui est génial avec ça, c'est que quand tu crées un format, c'est un peu comme le management où on dit souvent que en fait, c'est pas 100% où tu donnes, mais tu reçois beaucoup. En fait, il y a 50% pour ton manager, 50% pour toi. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on s'est formé vraiment en même temps que les gens qui nous ont lu derrière. On s'est dit, on n'est pas des sachants, on est des apprenants. Et donc, les gens qui vont nous lire derrière, ils vont apprendre en même temps que nous. Donc, ça nous a beaucoup appris. Et après, on s'est senti aussi un peu plus légitime de prendre la parole sur ces sujets parce que ce sont des enjeux très complexes. Et donc, on avait déjà réussi un peu à l'époque à débroussailler un peu tout ça. Quoi. C'est aussi moi, du coup, le principe que je fais, c'est que j'y connais pas grand-chose à l'entrepreneuriat et c'est aussi pour ça que du coup, je vais à la rencontre pour moi en apprendre plus et que je le partage pour que du coup, il y en ait de plus en plus de monde qui puisse s'intéresser à cette pratique. Puis même toi, le fait de faire ce projet, c'est aussi de l'entrepreneuriat quelque part. Tu vois, tu as levé des fonds pour ça, tu as contacté des gens. Enfin, c'est le début de l'entrepreneuriat. Non, mais carrément, je le prends comme un projet entrepreneurial, mais c'est vrai que je peux pas en parler d'entrepreneuriat, sachant que j'ai pas d'expérience, j'en suis au point zéro, quoi. Donc c'est pour ça que c'est cool de rencontrer des entrepreneurs. Et donc du coup, pendant ce voyage, déjà, comment elle était cette aventure? Et deuxièmement, moi, pourquoi vous avez choisi d'écrire un livre quand on connaît la puissance des réseaux? Parce que déjà, quand même, en 2020, les réseaux sociaux étaient quand même omniprésents de partout. Ouais. Et donc pourquoi vous avez décidé justement de créer un livre et pas de passer par la voie digitale? On a quand même tenté la voie digitale à l'époque en faisant des contenus sur les réseaux. Tu vois, on avait déjà notre page Instagram. Alors aujourd'hui, elle est plus alimentée, il y a plus de gens qui nous suivent, mais à l'époque, on faisait déjà des contenus de sensibilisation. C'est juste que personne ne nous connaissait. On était vraiment un peu seuls dans notre coin, mais voilà, faut commencer quelque part. Donc on avait un peu cette envie-là, mais c'était quand même... Il n'y avait pas beaucoup de vidéos en fait à l'époque sur l'écologie et du coup on s'était dit oui non on vient du milieu de la com mais on vient pas trop de ce milieu vidéo. Donc ça aurait nécessité je pense qu'on sorte beaucoup de notre zone de confort déjà qu'on s'apprêtait à sortir pas mal de cette zone de confort. On s'est dit on va quand même faire un truc qu'on connaît un peu, c'est-à-dire gérer de l'image statique, fixe et gérer des mots. Célia écrit très bien et du coup on s'est dit on va essayer d'avoir un peu tout ça ensemble et du coup plutôt un livre qu'un film ou un documentaire à l'époque. Ouais. Ok. Et quand vous êtes parti, c'était quoi votre vision post-projet? Est-ce que vous êtes parti en disant quand on revient, on monte un média, on développe ça? Ou est-ce que vous êtes parti en disant on verra bien ce qui se passe? Il y avait vraiment zéro attente. Il y avait zéro vision. Nous, on avait une vision court terme sur 1 an, quoi, mais c'était vraiment la longueur du projet. On a fait une levée de fonds à l'époque, on a fait des maquettes, on est allé interviewer des gens, on a retapé un van, on est parti. Et quand on est revenu, on a distribué tout ce qu'on devait distribuer aux sponsors, à nos lecteurs. Et une fois que c'était fait, on s'est dit que c'était un peu la fin. Tu vois, c'est le baby blues, ton truc, t'as accouché, c'est fini. Ouais.
Non, mais c'est vrai que c'est un truc important, je trouve. C'est pas en rapport avec la question, mais on se projette toujours dans le voyage, mais jamais dans le retour. Et je pense que les retours sont très durs. Bon, tu le vivras, hein. Mais non. Je suis dans le déni pour l'instant. Tu viens de commencer, mais je pense quand même qu'il faut vachement prévoir son retour et bah, moi, je me souviens que c'était dur, tu vois. Bon, à la fois, il y avait l'émerveillement de retrouver ton quotidien et de redécouvrir un peu la ville où tu habites parce que ça a changé quand même en 6 mois. D'un autre côté, tu te rends compte que les gens ne changent pas et qu'il ne se passe rien en 6 mois. Et en même temps, toi, il faut que tu retrouves tes marques. Bref, c'est pas facile. Mais je ferme cette parenthèse. Et tout ça pour dire qu'on avait zéro vision. Mais il n'y a que eu des opportunités qui sont arrivées et qui ont été incroyables et qui nous ont fait dire bah, vas-y, c'est le petit chemin sur lequel on va s'engager et on verra où ça nous mène. Et je pense que ça, c'est hyper important parce qu'on aurait pu reprendre un job et on a eu des propositions. Et en fait, on s'est dit si on prend un job, c'est pour les mauvaises raisons. Ouais. En fait, on a eu donc le livre à l'origine, on l'avait vendu en précommande avant de partir pendant le voyage, ce qui nous permettait d'avoir. C'est comme ça que vous avez financé aussi. Exactement. C'est comme ça qu'on a pu acheter le van, qu'on a pu faire une première impression en France, parce que ça coûte vraiment très cher quand tu es en auto-édition. Et vous avez vendu combien de livres? Combien d'exemplaires? Alors en tout, du coup, il y en a eu à peu près 3000, en sachant qu'en précommande, c'était 1200, 1000 ou 1200. Ah ouais, et donc après, vous avez. Et donc après, on a réimprimé. Okay. Et donc... On en a encore aujourd'hui. Hein. Bah, d'ailleurs, on aurait dû t'en ramener un. Tu passeras à la maison demain. C'est vrai. On en a encore 300. Et à la suite de ça, on a été mis en relation avec Cultura qui s'est dit je vais vous distribuer dans toute la France. Et donc on était, je sais plus, dans 150 points de vente en France. Incroyable. Mais comment vous avez eu Cultura? Par des relations, et on s'est dit bah ouais, en fait, on essayait de développer un peu la distribution parce que quand tu es en auto-édition, tu es aussi en autodistribution. Et donc c'est très compliqué de rentrer dans ces milieux. Et donc Cultura nous a fait confiance et nous ont mis en avant pendant une grosse année. Donc on en a réimprimé 2000. Et puis voilà, ils nous en ont pris 800, je crois. Donc c'était une super opporte. Et derrière, on s'est dit effectivement, est-ce qu'on reprend un CDI? Est-ce qu'on a envie de retrouver un confort financier, de relations sociales, de collègues, etc. Et au final, à ce moment-là, on a été appelé pour monter un collectif de freelance pour bosser sur les présidentielles. Parce que les présidentielles arrivaient juste après. Donc, en 2022. Un peu improbable. Et en fait, on s'est retrouvé face à des grosses agences. Et nous, on était 4 pecnos freelance. Et au final, on a gagné l'appel d'offres pour travailler, pour remettre l'écologie au centre des débats des premiers tours des présidentielles. C'est incroyable. Donc c'était génial. Et en fait, on s'est dit, mais c'est pas mal cette vie en fait. Est-ce qu'on continuerait pas un petit peu? Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des compétences qu'on pouvait simplement rediriger vers l'écologie et qu'on n'allait pas retrouver un job en marketing, en communication classique comme ce qu'on faisait avant, quoi. Ouais, puis en vous mettant à votre compte, vous pouviez très bien faire les mêmes missions que vous faisiez avant, tourner écologie avec des meilleurs enjeux. Et du coup, à quel moment est venue l'idée de créer un podcast? Parce que vous avez créé un podcast avec comme concept un épisode avec une industrie décryptée et par l'intervention d'un expert sur une solution. Exactement. Bah, en fait, on s'est toujours dit depuis le début de Tomorrow, un gros projet par an, c'est notre challenge. Okay. Et à chaque fois, on défriche des terrains qu'on ne connaît pas du tout, comme ça nous permet d'apprendre. Donc il y a eu le livre, et après le livre, on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est vrai qu'à l'époque, nous, on adorait écouter des podcasts, donc on s'est dit pourquoi pas lancer le nôtre. Ce podcast, donc on a lancé la première saison fin 2022. Ouais. Et pareil, pour le lancer, on s'est dit il faut qu'on aille trouver les financements. Donc on a monté un dossier de partenariat, on allait chercher un sponsor qui était l'Avenir a du bon de Le Bon Coin, donc qui était aussi un de nos sponsors sur l'aventure. Et donc eux, ils ont financé intégralement la première saison, ce qui nous a permis de nous lancer avec l'assurance que financièrement le projet tienne la route et qu'on ne soit pas obligé de nous mettre à risque financièrement nous-mêmes, quoi. Et que la qualité soit professionnelle aussi, tu vois. On s'est dit tant qu'à faire. Ouais. Donc voilà, on a lancé notre podcast. On a juste fait une saison de 8 épisodes. L'objectif, c'est pas de poursuivre parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était un taf de malade avec le format qu'on avait choisi, qui est vraiment nous, on fait un décryptage et l'expert, on l'interview et on coupe l'expert pour le faire venir pile entre 2 décryptages qu'on faisait. Donc ça nous prenait un temps fou. Mais par contre, c'était une super aventure et franchement, je pense qu'on est encore super fiers des épisodes qui sont sortis aujourd'hui. Mais en gros, on avait 48 heures minimum de travail pour un épisode de 20-25 minutes. Donc c'est vraiment monstrueux, beaucoup d'argent en jeu. Et j'ai le sentiment que pour le livre, c'est un livre quand même qui fait 256 pages, et pareil, on avait peut-être une semaine de travail sur 5 pages, quoi.
Donc en fait, à chaque fois, tu te rends compte un peu de ces ratios-là et tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer pour une deuxième saison, pour un deuxième livre? En fait, non, pas forcément. Et on se dit, on va découvrir des nouveaux formats quoi, à chaque fois. Ouais, puis vous alimentez aussi le renouveau à chaque fois, parce que du coup, vous faites de nouveaux projets à chaque fois. Donc vous, ça vous stimule beaucoup plus quand tu refais un deuxième format qui est le même, que vous connaissez déjà, etc. Complètement. Et puis moi, c'est vrai que j'avais réfléchi à faire sous format de podcast, mais moi, tout le monde m'avait dit que c'était vraiment beaucoup de travail et que ça n'avait rien à voir avec une interview vidéo, ça n'avait rien à voir avec tous les autres formats, c'était vraiment différent. Ouais, en fait, je pense qu'on sous-estime complètement le temps qui est demandé pour créer du contenu. Franchement, nous, maintenant, c'est notre métier, mais et pourtant, encore aujourd'hui, souvent, je te dis, putain, mais c'est fou, j'ai passé une demi-journée sur une vidéo d'1 minute et tout. Vraiment, ça prend tellement de temps. Ben là, je suis en plein dedans. Vraiment, j'ai pas le temps de regarder un épisode ou une vidéo. Je finis mon montage, il est 22h30 et ma vidéo est moyen. parce que j'ai pas trop de compétences. Il faut que tu repasses une journée. Mais exactement, je me fais pour un réel de 1 minute, je passe 6 heures dessus le montage et je suis pas trop satisfait du résultat. Après tu sors et t'as 2000 vues et t'es en mode non mais ça me saoule. 2000 vues c'est quand ça marche. Mais après je pense que tu vas apprendre à... Il y a du temps qui est incompressible, mais en fait tu vas devenir tellement bon que tu connaîtras les raccourcis clavier, les machins, et en fait pour la même vidéo et avec une qualité supérieure, tu passeras 5 fois moins de temps. Exactement. T'es obligé de passer par là, c'est normal quoi. Ouais, je pensais à un dernier truc sur... Sur ces formats, pourquoi on ne les a pas poursuivis aussi? Je pense que dans nos apprentissages, on a aussi découvert des nouvelles choses, notamment que l'innovation, c'est chouette, mais c'est pas suffisant. Tu vois, en tout cas, dans notre engagement écologique, on s'est rendu compte que les solutions, elles ne pouvaient pas être que technologiques, elles ne pouvaient pas être que futuristiques, etc. Et donc, je pense que assez naturellement, on s'est dit, on ne va pas continuer à interviewer que des entrepreneurs qui ont des trucs révolutionnaires. Tu vois, on avait envie aussi de retrouver un peu plus de low-tech, on a envie de retrouver des choses qui étaient un peu alternatives. De fait maison, Ouais, ou parler un peu plus de décroissance que de croissance verte, etc. Et en fait, ça, je pense, c'est venu avec le temps. Et au début, nous, on était à fond tourné uniquement carbone, uniquement émissions de gaz à effet de serre, uniquement solutions. Et en fait, je pense que du coup, maintenant, on est un peu moins innovation et on essaie de mixer un peu tout ça, parler plus de biodiversité, parler plus d'autres sujets, en fait. Et je pense que ça nous a nourris. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas poursuivi ces formats, je pense. Ok. Bon, c'est un petit peu délicat, mais comme vous venez de le voir, la vidéo s'est coupée. En fait, c'est complètement une erreur de ma part, une erreur technique. La batterie de l'appareil n'a pas tenu toute l'interview, donc sauf qu'on s'en est rendu compte à la fin. Donc on a pu garder que le début de l'interview. Donc je m'excuse vraiment énormément, déjà auprès d'eux, mais ça je l'ai fait après. Je m'excuse auprès d'eux et auprès de vous également, parce que du coup ça fait pas très pro forcément. Mais bon, c'est les aléas du direct, moi c'est pas mon métier, donc j'en apprends tous les jours et je ferai plus l'erreur, ça c'est sûr. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis d'accord et le lendemain ils ont accepté de refaire l'autre moitié de l'interview. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que dans la soirée, j'ai passé pas mal de temps pour retravailler les questions, échanger pour que pour eux ce soit pas juste une répétition et que ça reste naturel. Donc j'espère que l'interview vous plaira quand même. Et puis moi je vous dis à très vite. Bon on a été un peu interrompu hier sur l'interview, ça a été un petit peu compliqué. Du coup on se retrouve pour la deuxième partie ce matin. Mais on a essayé de réunir les bonnes conditions, ça devrait pouvoir le faire. Donc on s'était arrêté sur votre film que vous êtes en train de préparer, votre premier film documentaire qui décrypte les mécanismes de l'inaction climatique pour s'engager, et il sortira fin 2024. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où est née cette idée ? Ouais, en fait l'idée elle est née parce que comme on est une société, même si on n'est que deux, on se fait des petits séminaires de couple et donc on est parti... on prend des endroits un peu sympas, on réfléchit toute la journée sur les rétrospectives de l'année, ce qu'on a aimé, moins aimé, et surtout on se projette dans les nouveaux projets, les nouveaux formats qu'on a envie de développer. Et l'année dernière, en janvier, on était tous les deux dans un café à 18h, on n'en pouvait plus de notre journée, on avait beaucoup réfléchi. Et en fait, en creusant un peu ce qu'on voulait faire après, on s'est dit qu'on voulait faire quelque chose un peu plus autour de la vidéo justement, et peut-être un documentaire, mais on n'imaginait pas que ça prendrait ces proportions. Mais on a trouvé le nom de In-Action pour se dire comment on sort de l'immobilisme. Parce que depuis toutes ces années, on avait étudié les solutions au changement climatique, on avait compris quelles étaient ces solutions et à quels enjeux elles répondaient dans quel secteur, mais on avait du mal à comprendre pourquoi elles n'étaient pas encore vraiment mises en place à toutes les échelles. Et donc on s'est dit, il y a une question qui nous hante depuis tout ce temps-là, c'est pourquoi on ne passe pas tous collectivement à l'action.
Et donc c'est un peu comme ça qu'est né le projet au début. Ok, bah top, top. Et est-ce que vous avez déjà commencé à bosser dessus et est-ce que c'est ce film qui occupe votre quotidien aujourd'hui ou est-ce que pour l'instant vous êtes un peu dans l'attente Bah, ça fait longtemps qu'on a commencé à travailler dessus parce que faire un film, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est un travail titanesque. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on a travaillé avec plusieurs étapes. Déjà, tu as le fait d'aller trouver un producteur qui, lui, va ensuite te vendre à la télé. Et donc, une fois que tu as trouvé ton producteur, il faut que tu écrives un dossier d'une 50aine de pages avec beaucoup de détails sur le film. Il y a aussi la recherche de financement, la recherche de personnes qui va être dans le film, les contacter et puis préparer le tournage. En fait, tout ça, c'est vraiment énorme. Et souvent, les gens voient que le tournage et la sortie du film, mais pas du tout tout ce qu'il y a autour. Donc, on a pris une période de plusieurs mois où on était à 100% uniquement sur le film. Maintenant, on a fait donc, une levée de fonds. Ça ne nous rémunère pas. Donc, pour l'instant, on a pris des clients comme notre rythme habituel, à savoir on bosse 2 jours par semaine pour des clients. Ok, top, top. Et donc comme tu l'as dit, vous avez fait une campagne de financement participatif qui fait partie de votre levée de fonds globale. Ouais. Vous avez tout déchiré parce que vous avez atteint le top 1 des plus grosses campagnes de la plateforme et vous avez atteint les 3,8 millions de vues, toutes plateformes confondues. Déjà bravo. Et comment vous avez réussi à générer autant d'engouement et de réactions autour de cette campagne ? C'était un peu inespéré. Nous, à l'origine, en fait, on avait imaginé avoir entre 15 et 20 000 euros sur cette campagne, ce qui correspond à peu près à 10% du budget du film, parce que c'est à peu près 200 000 euros pour ce film documentaire. Et au final, on a effectivement réussi à avoir 35 000 euros, un tout petit peu moins. Donc, c'était complètement invraisemblable. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, une campagne, c'est 1 mois non-stop, tous les jours, mais c'est 4 mois en amont de préparation. Donc on avait préparé des relais de communication à travers des entreprises, des leaders d'opinion, des influenceurs, des créateurs de contenu, etc. On avait une campagne sur nos réseaux en propre, sur notre compte Instagram et sur nos comptes LinkedIn, où tous les jours on avait des publications qui n'étaient pas en train de demander de l'argent, mais qui étaient plutôt pour essayer de générer un peu de viralité ou des choses qui n'étaient pas en frontal de on a une campagne, donner de l'argent, parce que ça on a l'impression que ça ne fonctionne pas beaucoup. Mais parce que vous aviez aussi des activités à côté qui vous permettaient de rebondir, de parler de sujets. Aussi, ouais. Parce que moi ça n'a pas été le cas pour moi, et du coup moi j'avais vraiment cette impression de demander, parce que j'avais pas de contenu à publier, si ce n'est vraiment l'argent de la campagne. Donc sur ce point-là, ça a été un peu compliqué pour moi. Et vous savez que vous avez eu cette force de pouvoir sortir du contenu et en même temps juste viser la viralité et pas de demander. Je comprends que c'est difficile de se dire qu'on va quémander de l'argent, mais après, je pense, désolée, je te coupe, mais je pense que le contenu, tu le crées aussi, tu vois. Ce qui est important, c'est pas de se dire, je vais arriver sur une plateforme et demander de l'argent juste pour ce projet, mais déjà en amont, 6 mois avant, préparer le terrain en définissant ta ligne éditoriale et en communiquant autour de ce qui te tient à cœur. Donc je pense que ça, c'était important aussi. Moi, c'était vraiment le point que j'ai eu du mal, et je pense que là où je peux m'améliorer, que j'ai galéré, c'est parce que j'avais pas préparé justement assez de contenu. Rien que des visuels avec mon van, des photos, des vidéos et tout. Et puis quand je me suis retrouvé à Paris pour préparer ma campagne de financement, j'avais plus mon van avec moi parce qu'il était dans le sud, et donc du coup j'avais plus de contenu. Donc au bout d'un moment, mettre 6 fois la même photo sur le compte, ça le fait pas. Et donc du coup j'étais un peu en mode si je poste, soit c'est redondant sur le contenu, soit c'est juste je demande, et du coup j'avais du mal à trouver ce juste milieu, et c'est justement pour ça que c'est bien de préparer bien à l'avance, tourner des vidéos, faire du contenu, des photos, etc. pour que le jour J où ça lance, il y ait de quoi faire du contenu pendant un mois. Clairement. Et puis tu vois, on avait prévu aussi des partenaires, on avait une espèce de tombola où en fait quand tu participais, tu pouvais espérer gagner des lots, on avait des super lots avec des super partenaires. On avait plein de mécaniques qui faisaient que chaque jour on avait des trucs intéressant, tu vois, pour les gens qui nous suivaient ou même pour des gens qui ne nous suivaient pas. Après, au-delà de ça, j'espère que le contenu, que le sujet du film parle, et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui ont partagé. Mais on a été très touchés parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout, qui ont énormément contribué, qui ont énormément participé, qui ont beaucoup partagé, comme des gens très proches qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ont quand même donné. Et du coup, c'est toujours ultra touchant de voir tout ça. Ouais, carrément. Et puis aussi, vous aviez vraiment bossé, on va dire, vos visuels, parce que vous avez fait une vidéo qui a vraiment déchiré.
Moi, du coup, je m'en suis beaucoup inspiré pour ma vidéo personnelle. Enfin, c'était vraiment hyper pro. Ça définissait clairement tout. Et on regardait la vidéo, on était captivé du début à la fin. Et à la fin, on avait juste envie de cliquer sur donner. C'est gentil. Honnêtement, ça a fait l'effet, je pense, qui était attendu. C'était le but. Après, du coup, on a eu 3 jours de tournage. On est parti à 4 sillonner un peu la France pour tourner cette vidéo. Ça a été un sacré coût aussi, parce que ça nous a coûté combien, 8 000 €, etc. Donc voilà, c'est un vrai investissement pour espérer derrière avoir une grosse campagne, et c'est peut-être ce qui a fait que ça a bien marché aussi, quoi. Ça vous a fait passer la step au-dessus, on va dire. Ouais, à un moment on s'est dit, est-ce que vraiment on a envie de payer si cher, parce qu'on avait aussi la possibilité de faire avec d'autres personnes. Là bon, c'était avec notre équipe de tournage qui va tourner le film, donc c'était aussi l'objectif de se tester, de voir notre complémentarité, et puis de donner une direction artistique pour montrer derrière les images à d'autres sponsors, montrer les images à des chaînes télé, etc. Donc ça faisait un peu, ça faisait ricocher, quoi. Mais surtout on s'est dit, c'est peut-être ce genre de détail qui fait que tu passes d'une bonne campagne à une très bonne campagne, et du coup on est quand même hyper content de l'investissement et on n'a pas regretté, quoi. Ouais, carrément trop bien. Et du coup tu parlais justement des chaînes télé, c'est quoi l'objectif de ce documentaire et à qui est-ce qu'il est destiné et sur quelle plateforme ou de quelle manière on pourra le visionner? Alors, l'objectif de ce documentaire, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on sait qu'il y a un changement climatique mais qu'on n'agit pas toujours sur 3 pans. Donc, comment est-ce que l'individu fonctionne, comment est-ce qu'on fonctionne au sein d'un groupe social et comment est-ce que la société fonctionne. Donc ça, c'est les 3 chapitres. Et notre objectif, c'est vraiment d'aller comprendre quels sont les freins à l'action et comment est-ce qu'on peut les dépasser en rencontrant des scientifiques et des chercheurs qui ont publié des papiers de recherche sur la question ces 4 dernières années et qui pensent vraiment comment est-ce qu'on peut se mettre en mouvement. Et aussi d'aller à la rencontre de personnes engagées qui ont dépassé ces freins, donc pour montrer un peu à la théorie, mais aussi l'action, enfin la pratique concrète. Donc l'objectif d'aller à la télé, c'est de diffuser au plus grand nombre possible, parce qu'une fois que tu rentres dans une mécanique d'aller à la télé, en fait tu peux ensuite être acheté par une chaîne, puis une autre, puis une chaîne étrangère, et donc ça te permet quand même de toucher un très gros panel de personnes, et aussi de faire des partenariats pour, par exemple, diffuser au cinéma, aller toucher un public de scolaires. En fait, tu rentres dans un rouage, alors que si tu es hors chaîne télé, du coup, tu es considéré comme étant indépendant. C'est un peu comme un livre édité. Tu peux aller faire des concours versus un livre auto-édité, tu n'es pas dans le circuit. Et ce film, il s'adresse à, en fait, j'ai envie de dire, toutes celles et ceux qui ont envie de renouer le dialogue autour du climat, parce que c'est tendu dans un contexte familial et personnel, amical. Nous, c'est vraiment le début du film où on m'a emmené des personnes de notre famille qui ne sont pas forcément engagées sur ces sujets, à la rencontre de personnes engagées. Et on se dit qu'en embarquant notre famille, on va pouvoir toucher un public de personnes où c'est compliqué au sein de leur famille de parler de climat parce que personne n'est jamais d'accord. Et du coup, on finit par taire le sujet, alors que la première chose qu'il faut faire, c'est en parler. Tout le pitch du film, c'est une famille ordinaire confrontée à un enjeu planétaire. Donc on espère représenter, entre guillemets, une famille ordinaire. Et on va parler de ce truc qui nous pend un peu au nez tous, quoi. Non mais carrément. Et du coup, vos modes de diffusion, donc vous visez la télé et après vous allez, j'imagine, animer des projections. Vous avez des ambitions aussi au cinéma peut-être? Ouais, en fait, on est en train de chercher donc des chaînes télé, on attend des réponses, on a des discussions avancées, mais rien qui est encore validé. Et en parallèle, on a aussi une stratégie de diffusion cinéma. Pareil, on parle avec des diffuseurs, des distributeurs pour le ciné. C'est 2 circuits très différents. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus relié, qu'il y avait des ponts entre les deux. En fait, très peu, en tout cas à notre échelle et de notre maigre expérience. Donc, on espère avoir les deux si possible. Mais c'est d'abord stratégie plutôt télé quand même. Et après, oui, ça s'accompagnera de diffusion privée, grand public, scolaire, un peu partout pour essayer de coupler ça avec des interventions. Et en fait, le film documentaire sera un outil pédagogique qui nous permettra d'avoir des entrées dans n'importe quel milieu. Ouais. Carrément. Bon, bah, c'est trop bien. On va enchaîner sur une petite question plus en rapport avec l'environnement et réduire son impact. Vous prenez le passage à l'action. Est-ce que vous avez des recommandations pour justement passer à l'action et un peu réduire son impact? Alors évidemment, il y a des multitudes de choses à faire, mais est-ce qu'il y a des petits trucs, on va dire n'importe qui regarde ça peut faire au quotidien et qui peut un peu changer ou améliorer son impact global? Je pense que la toute première chose, pour comprendre quels sont les leviers d'action dans son quotidien, c'est de voir là où on peut réduire individuellement. Donc on invite tous les gens
régulièrement à calculer leur empreinte carbone. Donc c'est une empreinte carbone individuelle, on a juste à remplir des critères de quelle est la taille de mon logement, est-ce que je me chauffe à l'électricité ou au gaz, est-ce que je mange beaucoup de viande ou plutôt des légumes, est-ce qu'ils sont bio, est-ce qu'ils sont locaux, etc. Il y a plein de choses. Les transports que j'utilise. Exactement, c'est vraiment toutes les activités du quotidien. Et à la suite de ça, en fait, ça te donne un bilan sur tes dépenses carbone et tous les équivalents de gaz à effet de serre qui contribuent en fait au réchauffement climatique. À la suite de ça, donc, on te donne des recommandations pour baisser. Typiquement, si tu as une alimentation qui est très carnée avec beaucoup de viande rouge, le bilan carbone va te dire, là, tu pourrais par exemple baisser un peu plus ta consommation de viande pour passer de 5 repas par semaine avec de la viande, peut-être à 2. Tu peux passer de 3 vols en avion par an à un seul, voire à 0. Enfin voilà, ça te donne un peu des recommandations là-dessus. Et surtout, ça te donne des heures de grandeur. Parce que tu as des personnes qui vont nous dire, moi je trie mes déchets et du coup je peux partir à Bali. En fait, ça ne marche pas. Il y en a pas un qui annule l'autre. Il y en a un qui représente peanuts et l'autre qui est énorme et considérable sur ton empreinte carbone. Donc le premier truc, moi je dirais que c'est ça. Il y a un site de référence là-dessus, c'est le calculateur de Nos Gestes Climat, qui est un outil développé par l'ADEME, l'Agence de la transition en France. Et donc vraiment, on recommande de commencer par ça pour s'informer et voir quel levier on peut baisser à une échelle individuelle. Ok, carrément. Bon, trop bien. Et maintenant, pour finir, on va parler un peu de votre vision sur l'entrepreneuriat, plus de manière générale. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat est ouvert à tous ? Alors moi, je pense que oui, dans le sens où pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment entreprendre des projets. C'est pas forcément tout de suite monter une société avec une croissance à 6 chiffres. Donc je pense que c'est ouvert à tous. Après, c'est pas forcément accessible à tous dans le sens où il y a quand même beaucoup de freins, que ce soit psychologique, administratif, financier, qu'il faut lever parce que je pense qu'on a aussi beaucoup d'idées reçues sur ça. Tu vois, on a des amis qui nous disent « mais moi, je pourrais jamais tolérer l'inconfort financier ». En réalité, quand tu commences à faire tes modèles, tes calculs, l'inconfort financier, il est au début parce que tu démarres, mais après, tu mets un peu d'argent de côté chaque mois parce que tu sais que le modèle est potentiellement instable. Et nous, on a quand même de la visibilité sur nos revenus sur l'année qui arrive. Et ça... je pense qu'il faut quand même démystifier un peu les idées reçues qu'on a. Les barrières, c'est beaucoup des barrières psychologiques finalement, parce qu'on se rend compte que les barrières financières, finalement, quand on le calcule bien et qu'on y réfléchit bien, elles peuvent sauter, et toutes les barrières qui s'enchaînent administratives, c'est juste parce qu'on ça fait peur. En réalité, c'est pas non plus... Mais ça s'apprend quoi. Ouais. Mais comme dit Célia, je pense que c'est ouvert à tout le monde, mais c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se casser les dents, qui vont un peu se brûler les ailes sur des projets où il y a pas... le marché n'est pas assez éduqué pour lancer un produit ou un service, ou alors t'as pas les bonnes conditions financières ou administratives, t'as pas les bonnes conditions parfois sociales, familiales, t'as pas le bon réseau, c'est pas le bon timing, il y a trop de compétiteurs sur le même marché au même moment. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'un truc capote, comme il y a plein de choses qui peuvent faire que ça explose. Et en fait, on en voit des histoires d'entrepreneuriat où t'as des gens qui ont monté des boîtes 10 ans trop tôt, et puis en fait 10 ans après, ça cartonne parce que il y a une espèce d'alchimie, il y a un truc que tu peux pas tout maîtriser non plus, donc ça dépend pas que de la personne. Mais il y a quand même des gens qui sont pas prêts à se prendre des grosses baffes, et du coup, c'est bien de tester, mais faut aussi dire que parfois on est bien dans d'autres jobs. On n'est pas obligé de faire l'entrepreneuriat. Il y a un mythe autour de ça. C'est sexy, mais t'es pas toujours multimillionnaire quand tu le fais. Je pense que c'est sexy de l'intérieur, mais de l'extérieur, c'est... Non, c'est sexy de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est quand même dur à vivre. Faut pas se leurrer. Hein. Je pense qu'il faut vraiment que ça nous anime pour entreprendre. Parce que si on entreprend juste pour le principe d'entreprendre et être à son compte, ça marche pas forcément. Il faut vraiment avoir une boule à l'intérieur qui nous anime au quotidien. Oui. Moi, si j'étais tout seul sans Célia, j'aurais pas monté de boîte. C'est sûr et certain. Ouais, je pense que toute seule, je l'aurais pas faite non plus. Voilà, vous faites bien la paire. Et est-ce que pour vous, il y a un âge parfait pour entreprendre ? Est-ce que c'est mieux de faire pendant les études parce que justement on est jeune, on n'a pas de charges, etc. Est-ce que c'est mieux de le faire à la sortie d'études parce que du coup on n'a plus les études qui nous prennent la tête ? Ou est-ce que vaut mieux avoir de l'expérience, avoir fait des CDI, etc. pour lancer une boîte ou entreprendre ? Alors, si tu regardes les statistiques, le meilleur âge pour entreprendre, c'est autour de 35 ans, il me semble, en tout cas pour ceux qui réussissent leur entreprise. Après, on n'est pas du tout obligé d'être dans ce modèle parce que je pense que plus tu grandis, plus tu as des charges, tu vois, quand tu as un enfant, etc., plus tu as une certaine pression financière sur toi parce que tu quittes un job où tu étais bien payé, tu retombes à zéro et là, c'est compliqué. Tu as un crédit, des choses comme ça. Voilà, tu as un crédit alors que quand tu es en sortie d'études, tu n'as pas connu forcément beaucoup d'argent, tu te débrouilles et moi, je trouve que c'est un super âge aussi pour apprendre plein de choses sur le tas. Après, je dirais que je pense qu'il faut quand même avoir un tout petit peu d'expérience, je trouve. Même si moi, j'ai entrepris à la fin de mes études et ça m'a
Vraiment, c'était hyper formateur. Mais j'étais contente d'avoir réentrepris après un premier CDI parce que j'ai eu le chômage et ça a quand même beaucoup changé de choses dans notre aventure. Et puis j'ai eu aussi un réseau et ça aide quand même à trouver des missions quand tu fais comme nous du conseil. Okay, ouais, bah t'as tout dit. Je pense que au début on est peut-être plus malléable aussi, on se connaît un peu moins. Faut juste être prêt, je pense, à s'en prendre plein la tronche parce que c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en toi, qui n'ont pas confiance justement parce que tu es jeune aussi, t'as pas d'expérience, etc. Mais si tu es prêt à ça, moi j'avais un objectif dans ma vie, c'était de monter 2 boîtes et de les foirer avant 30 ans. Bon, au final, je l'ai pas fait, mais j'en ai monté une avant mes 30 ans et on a la chance. Il est toujours temps de le foirer. Moi, je vous le souhaite pas. J'ai passé les 30, mais voilà, je pense que ouais, le plus tôt, c'est le mieux pour apprendre énormément, sans se dire que ça va être la boîte qui va révolutionner la vie des gens, mais au moins pour apprendre énormément et ne pas hésiter à coupler avec une expérience en start-up pour justement s'inspirer d'entrepreneurs qui réussissent, voir ce que c'est que de passer d'une start-up à une scale-up, se confronter à des recrutements en masse, se confronter à beaucoup de levées de fonds d'un coup et comment ça transforme aussi l'humain, etc. Donc je pense que les deux sont très chouettes à vivre avant 25 ou avant 30 ans pour derrière remonter une boîte à 30 qui cartonne, quoi. Et pour finir, est-ce que vous pouvez définir l'entrepreneuriat en 3 mots chacun? Vous pouvez faire chacun votre tour. Projet. Animé. Enfin, un truc qui t'anime énormément, quoi. Ok. Aventure dans le sens où tu commences ton aventure avec une idée et en fait c'est pas du tout là où ça te mène. Moi je dirais rencontre, que ce soit des clients, des gens de ta communauté, des collègues, des collaborateurs, des cofondateurs. Je pense que c'est plein de rencontres, c'est assez incroyable, des gens stimulants. Ce qui permet de ne pas être seul parce que souvent on me demande mais vous n'êtes pas seul, enfin seul à deux mais en fait je trouve que non. Et moi je dirais opportunité parce que ça t'ouvre tellement de portes et tellement de projets intéressants de faire ça. Okay. Et du coup ça rejoint un peu le dernier mot de Célia, mais ça serait rêve, parce que j'ai le sentiment que couplé à la liberté, en fait, tu as l'opportunité de réaliser tes propres rêves et de ne pas réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Quand tu es en CDI, en fait, quand tu es dans une boîte, bah, tu réalises les rêves de quelqu'un qui ne sont pas les tiens. Et du coup, je trouve ça cool de pouvoir essayer de réaliser les siens. Bon, bah, trop bien. Merci en tout cas pour cette interview. Exactement. Vous retrouverez tous les liens de leur réseau directement dans la description. Et puis, on se dit à dans 2 semaines pour la prochaine interview. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci beaucoup.